Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Marie. Ravi de vous retrouver pour le journal de ce jeudi 27 février. À la une de l'actualité aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Bundestag délocalisés le temps d'une journée à Toulouse. Et le personnel des services de chirurgie de l'hôpital des enfants est en grève. Ils se disent épuisés et veulent plus d'agents. Et nous recevons ce soir sur notre plateau Sandrine Rabassa. Bonsoir, vous êtes directrice artistique du festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan et vous venez nous parler d'une étoile du flamenco qui vient de s'éteindre, Paco de Lucia. Et on commence par une tradition franco-allemande. Chaque année, le Parlement français et le Bundestag, le Parlement européen, se rencontrent. Un moment de diplomatie entre parlementaires de chaque pays organisé cette année à Toulouse avec en toile de fond Airbus comme inspiration du travail franco-allemand. Un reportage de François Guinle. Toulouse est indissociable d'Airbus et Airbus indissociable de la réussite franco-allemande. Claude Barthelone derrière et Norbert Lammert devant ne pouvaient trouver lieu plus adéquat pour entretenir les rouages de leur coopération. Le cadre est beau, reste à connaître l'utilité d'une telle rencontre. Ce genre de rencontre est important parce que la démocratie parlementaire et la diplomatie parlementaire existent. Et cela vient compléter les échanges entre la chancelière, le président de la République, entre les gouvernements. Et au travers de ces échanges, c'est aussi le renforcement du modèle européen que nous recherchons. Évoquer les perspectives de travail en commun, voilà l'objectif de ce rendez-vous. Sur la table, investissement, emploi et transition énergétique entre Norbert Lammert, le libéral de la CDU, parti de centre-droite, et Barthelone du Parti socialiste. Les couleurs sont différentes, mais les convergences sont là. Il nous arrive fréquemment de ne pas être sur la même base au point de départ, mais avec des positions différentes, nous réussissons toujours à nous mettre d'accord au terme de nos discussions pour arriver à des conclusions communes qui servent parfois aussi de base pour suggérer à nos partenaires européens d'avancer un petit peu dans le même sens. C'est donc côte à côte que les deux présidents ont visité la chaîne d'assemblage de la 380 dans l'après-midi, histoire peut-être de chercher l'inspiration pour les souhaits d'Airbus de la transition énergétique annoncés par François Hollande ou le Google européen cher à Angela Merkel. Aucune annonce concrète à ce sujet. La situation de l'Ukraine a par contre été évoquée. Il n'y a que le peuple ukrainien qui peut sortir ce pays de la difficulté. Et il faut qu'il y ait de nouvelles élections. Et surtout installer l'idée qu'au travers de la crise ukrainienne, il ne peut pas y avoir de réinstallation de la guerre froide. Claude Barthelone a pu pratiquer son allemand toute la journée. Cela tombe bien, c'est un des points forts de Jean-Marc Ayrault dont il se murmure qu'il pourrait être le remplaçant lors d'un prochain remaniement. L'intéressé se déclare séduit par l'idée, une reconnaissance à ses yeux du travail accompli. Du haut de son perchoir à l'Assemblée, le président est déjà paré au décollage. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, organise ce soir son dîner annuel à Toulouse. Pour l'occasion, deux invités seront présents, le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et Latifa Ibn Ziaten, la mère du premier militaire tué par le terroriste Mohamed Merah. Et oui, cette dernière devrait recevoir le prix du CRIF des mains du ministre ce soir pour son association IMAD, pour la jeunesse et la paix, en hommage à son fils. Les personnels des services de chirurgie F2C2 de l'hôpital des enfants du CHU de Toulouse ont déclaré ce matin un mouvement de grève illimité. Infirmiers auxiliaires de puériculture protestent contre l'organisation de leur travail. Ils dénoncent surtout les non-remplacements de leur personnel et des absences, et donc les surcharges de travail qui en découlent. Pascal Solaire est allé à leur rencontre. Des larmes d'épuisement physique et moral. Dans les services de chirurgie de l'hôpital des enfants, les infirmières et auxiliaires puéricultrices craquent. Les dysfonctionnements organisationnels dus aux absences non compensées entraînent des rappels sur repos et sur congé. Pour pouvoir faire correctement leur travail, ces agents du CHU demandent des embauches supplémentaires, soit 6 postes d'infirmières et 3,5 d'auxiliaires puéricultrices. Un enfant qui vient d'être opéré, qui a subi une intervention lourde, parce que c'est ce qui se fait dans notre service, qui a eu une anesthésie générale, et il faut le surveiller, calmer la douleur. Et actuellement, nous ne faisons pas du travail de qualité. Il faut qu'on soit 3 infirmières, 3 auxiliaires le matin et l'après-midi. Actuellement, on n'est que 2 l'après-midi, donc on a 10 enfants à charge. On est le seul service de l'hôpital des enfants à en avoir 10 actuellement. Et le week-end, il nous arrive, et le soir, comme hier encore, pendant 1 heure, moi j'ai eu 16 enfants à charge toute seule. C'est intolérable. 16 enfants qui ont été opérés, c'est pas possible. Il va se passer un problème. C'est la vie d'un enfant, c'est trop précieux pour qu'on joue avec ça. Dans ce service, on a jusqu'à 12 arrêts maladie. 12 arrêts maladie en même temps. Donc avec des moyens de remplacement, mais pas suffisants. Même
à 100% du personnel, il y a trop de charge de travail. Donc avec des arrêts, il y a forcément, ça devient... elles se sentent en insécurité professionnelle. La direction n'a pas souhaité s'exprimer, mais a indiqué qu'au niveau des effectifs, l'hôpital n'est pas en dessous de la moyenne des différents services des autres grands CHU de France et que ces services de chirurgie n'ont jamais travaillé en sous-effectif. Infirmières et auxiliaires puéricultrices sont déterminées et seront en grève illimitée tous les jeudis à la pause déjeuner tant qu'elles n'obtiendront pas les postes demandés. Aéronautique, maintenant, nous n'allons pas parler d'Airbus, mais de son petit frère, ATR. Leader mondial sur le marché des avions régionaux turbopropulseurs, ATR a réalisé une année 2013 exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires record de 1,63 milliard de dollars, une hausse de 12% par rapport à 2012. Le secrétaire général d'ATR est l'invité de Sophie Voinis dans le magazine Aerospace de cette semaine. On l'écoute. C'est une croissance continue. Donc on peut dire que pendant les dernières années, on confirme la leadership, que désormais ça va durer, il y a minimum 3 ans, sur le marché. Vous voulez dire pour les 3 prochaines années? Non, je parle des dernières 3 années. D'accord. On a vraiment tenu cette leadership, parce que y arriver c'est facile, en promotion, garder ce niveau, ça devient plus challenging encore. On a un chiffre d'affaires qui est encore un chiffre record pour ATR. On n'est jamais arrivé à ce niveau-là. On a livré pour la première fois dans notre histoire 74 avions. C'est ça, oui. L'année dernière, on avait 64 et avant encore, on venait de 2-3 ans à 52 avions. Donc on est en croissance et c'est un moment de charnière pour nous stabiliser vers 90 et plus avions. Comme vous le disiez, le plus difficile, c'est pas d'y arriver, c'est vraiment de s'y maintenir. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, la force aujourd'hui d'ATR? Bon, il y a plusieurs facteurs. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a avoir développé de façon continue notre avion. On a beaucoup travaillé pour améliorer les prestations de l'avion et aussi la perception de confort pour les passagers. Est-ce que ce sont des avions qui consomment moins par rapport à vos concurrents aussi? Bon, disons que par rapport aux turboprop de la même catégorie, on a 25-30% à moins de consommation de carburant. Et si on se rapporte aux jets régionaux de la même taille, ou jusqu'aux 90 places si vous voulez, et pour les rendre homogènes, il faut les comparer au niveau de consommation par passager transporté. Oui. Et on est autour du 40-50% de consommation à moins par passager transporté. Sur ces 3-4 ans, on a le 83% du marché de l'Amérique latine, dans ce segment du marché. Et l'autre marché vraiment intéressant, c'est le sud-est asiatique. Et on va en reparler. Où nous avons le 85%. Et votre magazine Aerospace, c'est vendredi à 18h30 et samedi à 12h35 sur TLT. Et on se tourne maintenant vers notre invitée, Sandrine Rabassa. Bonsoir, vous êtes directrice artistique du festival de flamenco Arte Flamenco de Mont-de-Marsan. On parle évidemment de Paco de Lucia, qui est mort hier. Alors Paco de Lucia, doit-on dire, c'est le dieu de la musique classique, le guitariste flamenco en tout cas. Est-ce que vous, à Mont-de-Marsan, vous l'avez reçu plusieurs fois? Qui était cet homme? On dit, la légende en tout cas, dit qu'à 9 ans, on lui a dit, voilà, tu sais lire et compter, maintenant tu fais de la guitare. Oui, c'est à peu près ça. Il a commencé très très jeune. Son père tenait absolument à ce qu'il commence la guitare le plus tôt possible parce qu'il croyait énormément à ses capacités de musicien. Il nous a prouvé effectivement que c'était un grand musicien, un grand tout court. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement perdu le maître du flamenco et de la guitare, on a perdu pour nous les flamencos vraiment un père et... Ouais. Et le king, le roi du flamenco, partout où il passait, c'était pas l'ambassadeur du flamenco qui se déplaçait, c'était vraiment le roi en personne. Donc on peut rappeler que le festival de Mont-de-Marsan est le plus grand festival de flamenco, alors hors Espagne, dit-on. Est-ce que quand il venait chez vous, à Mont-de-Marsan, ça déplaçait les foules, la France entière ou même l'Europe entière?
Oui, ça déplaçait effectivement beaucoup de monde. On était obligé de renforcer les services de sécurité. Il y avait autour de lui une véritable organisation hors du commun, puisque la personne était une personne hors du commun, tout simplement. Donc les spectacles étaient absolument déjà pris d'assaut. Les places se vendaient en quelques heures. C'était assez de la folie, oui, on peut dire ça. Et quel souvenir vous gardez de Paco de Lucia? Les quelques fois où vous l'avez rencontré en tant qu'organisatrice ou en tant que spectatrice peut-être? Le premier mot qui me viendrait, c'était une chance de le rencontrer déjà, tout court, de le voir sur scène pour les amateurs de flamenco, pour les passionnés. En tant que personne, c'était un véritable privilège de pouvoir lui serrer la main, de l'approcher, de partager avec lui des instants, des mots. C'était quelqu'un de très déterminé, de très exigeant dans le travail, très passionné et très généreux. Sur scène et en dehors, c'était ces mots-là qui me viennent à l'esprit, généreux et passionné. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui par rapport à tout ce qu'il a pu apporter à la fois au monde du flamenco et au monde de la guitare, puisqu'il ne s'est pas cantonné au flamenco quand même? Non, justement, il a été pour le flamenco et pour l'art, pour la culture, vraiment celui qui a inventé des notes qui n'existaient pas, qui a déplacé, j'allais dire, hors des frontières du flamenco, tout ce que pouvait apporter la guitare. Des grands guitaristes, j'allais dire, de toute culture confondue, disent de lui que c'est le plus grand. Keith Richards, Mark Hoffner disait qu'à côté de lui, ils étaient minuscules, que le plus grand, c'était Paco. On l'a vu dans le trio avec John McLaughlin et Al Di Meola. Est-ce que justement, il a inventé un style ou il a perfectionné un style? Il a inventé des sonorités, il a inventé des notes, il a inventé un style, il a développé le flamenco et au-delà justement de ses frontières. Surtout, il a marqué d'un point de vue technique, il a fait des choses avec la douceur des violences, alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, en fait, si vous voulez, il avait une capacité de jouer tellement de notes avec justement ces 6 cordes, de faire des choses absolument, certains disaient surréalistes, et c'est pour ça qu'on disait que c'était un dieu. Mais derrière tout ça, bien évidemment, il y a du travail, il y a des heures et des heures de boulot depuis son jeune âge, puisque son papa était très sévère et très strict sur l'apprentissage. Il a travaillé, j'allais dire, plus que tout le monde, et il est arrivé à un niveau où je pense personne n'arrivera, car il faut le reconnaître aujourd'hui, il était, malheureusement, parce qu'on est obligé d'en parler au passé, un monstre. Est-ce que vous, à Mont-de-Marsan, par exemple, pour l'année 2014, vous allez rendre un hommage ou pas? Le festival se tient alors donc vérité? Oui, du 30 juin au 6 juillet. Bien sûr, on ne passera pas à côté, il sera présent. On voit sur votre site internet déjà une photo de Paco de Lucia. Une dernière question, Marie? Simplement, est-ce qu'on peut dire qu'il a sorti le flamenco de son carcan? Il a sorti le flamenco et les flamencos de leur région, il a ouvert le flamenco au monde, et le flamenco s'est ouvert au monde en fait. Très bien, merci beaucoup. Et c'est à moi de reprendre, Marie. C'est à vous sur le sport, Jean-Marc. On reprend dans la page de sport de ce journal. Une femme est en pôle position. Je vous propose de découvrir le parcours étonnant d'Anouk Abadi, une très jeune Toulousaine qui s'apprête à lancer sa carrière en Formule 4. Cette année, elle sera la seule femme à participer aux 21 courses du championnat organisé par la Fédération française de sport automobile. La première manche aura lieu au Mans, fin avril. Aux côtés d'Anouk, 19 concurrents masculins. C'est une interview de Samuel Prieur. Comment vous avez été repéré d'abord? C'est ça aussi le truc. Vous n'avez jamais fait de course pour le moment. Non, rien. Mais vous avez été repéré et c'est une progression assez fulgurante. Vous pouvez nous parler de ça? Donc ça a commencé quand j'ai demandé un stage de pilotage à mes parents. Parce que bon voilà, je voulais, j'aime ça, donc je voulais me faire plaisir. Ils me l'ont offert, et pendant ce stage-là, il y a Henri Pelfig, celui qui m'entraîne maintenant, qui apparemment je lui ai tapé dans l'œil. Ouais. Donc du coup, il était assez impressionné, et à la fin d'une série, il me regarde, il me fait tu veux faire de la course? Et je l'ai regardé, j'ai fait oui. Depuis que je suis petite, c'est vraiment quelque chose que j'adore, la vitesse notamment. Et donc du coup, j'ai jamais vraiment osé le dire non plus, parce que j'étais la seule fille, donc je voulais pas, dans ce monde de l'automobile, c'est vrai que... Je voyais pas de filles à la télé, donc on se dit pas, quand on est petit, on se dit pas, oui, c'est que pour les garçons, on se dit c'est que pour les garçons. La Formule 4, vous le disiez tout à l'heure,
un format un peu différent, une vitesse limitée aussi. Oui. Vous pouvez nous expliquer tout ça Donc c'est une vitesse limitée, donc on a fait une limitée. Il y a un maximum en général, c'est 220, mais on peut aller un peu plus. Ça dépend après de notre accélération. D'accord. Donc, voilà, donc ça dépend vraiment de plein de paramètres. C'est vraiment un très très bon championnat. C'est quoi au-dessus? Au-dessus, alors après normalement c'est la Formule Renault 2.0 en Europe Cup, après la Formule 3.5 et après la F1. D'accord. Dans l'ordre, ça serait ça. Et c'est un rêve, quelque chose qui vous parle? À la F1, ça fait rêver tous les pilotes, quels qu'ils soient, filles, garçons, on en rêve tous. Enfin, c'est ce qu'on voit à la télé de toute façon. Donc oui, on en rêve d'être un jour parmi eux, pouvoir rouler à leur côté, c'est les battre, tant qu'à faire. Mais donc voilà, c'est vraiment un rêve, oui. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dans Côté Sport demain à 19h40. Et on change de sujet, nous l'avions suivi pour ses préparatifs lors du Salon de l'Agriculture et nous l'avons retrouvé donc porte de Versailles, Marie. Echo, notre noir de Bigorre préféré, est désormais une vedette dans sa catégorie, comme vous allez pouvoir le voir. Echo semble imperméable à la tension. Dans quelques minutes pourtant, le noir de Bigorre sera enfin sur le ring. Donc il y a là un jury qui va regarder tous les critères de l'animal, voilà. Et à l'issue du défilé, voilà, on aura notre classement. Voilà. Alors lequel des deux est le plus stressé? Oh non, moi je suis pas du tout stressé, ça va. Le verra, il en est peut-être un peu plus que moi. Echo est précédé par le poids lourd du concours, 310 kg à la pesée. Mais ici, la masse ne fait pas autorité. Notre cochon a d'ailleurs bien d'autres atouts à faire valoir. C'est un porc qui a du filet, qui a du cou, de la gorge, qui manque un peu de jambon. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il a une épaule très puissante. Hein. Mais ce que j'aurais aimé, c'est qu'il ait une tête un peu plus engorgée. Ses oreilles, elles sont grosses et c'est rigolo. La sortie d'enclos est élégante. La démarche digne et soignée. Echo livre pour l'instant une prestation parfaite. Le public est impressionné. Les juges, eux aussi, semblent séduits. Il faut 3 éleveurs pour passer l'animal sur la balance. 268 kilos tout mouillé. C'est un peu léger, mais Echo compte sur sa note artistique. Et après quelques minutes à délibérer, le couperet tombe et le premier prix est attribué à Jean-Louis Thibault pour son Vera Echo de 4 mois. De 4 ans, pardon. Echo est donc le plus beau reproducteur de 2014. Une émotion particulière qui, pour Jean-Louis Estibault, vient récompenser une philosophie d'élevage. Je suis content parce que quand je l'avais choisi à la verraterie, c'était pas le Vera le plus qui en imposait le plus, c'était pas le plus gros, mais il était vraiment bien typé. Donc voilà, c'est bien parce qu'on récompense les animaux, voilà, qui sont vraiment dans le standard. Bon, et Echo maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rentrer à Marseillan et il va continuer à faire quelques petits. Echo est à la parade, il s'offre même un tour d'honneur. Nul doute que fort de son succès, il devrait capitaliser très vite auprès des femelles. Et on se quitte avec vous, Sandrine Barassa. Une dernière anecdote sur Paco de Lucia, donc. Oui, donc il avait pour coutume de dire que la guitare était comme une femme. Il disait au moment où on croit la dominer, mais juste à ce moment-là, elle nous prouve le contraire. Donc il y avait vraiment un rapport avec sa guitare justement très particulier, puisque c'était avec elle qu'il passait le plus de temps. Et donc voilà, c'était assez amusant ces comparaisons. 2 femmes sur ce plateau. Marie, c'est à vous, merci. J'espère que vous allez bien retenir cette anecdote. Merci Jean-Marc, merci beaucoup Sandrine. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur TLT demain à 19h. Très bonne soirée à tous.